Voilà, on va donc voir dans cette séquence le lien qui existe entre le champ électrique et le gradient du potentiel. Inutile de dire que dans cette séquence, on va donc parler du gradient, la notion mathématique de gradient, que je fais apparaître ici au travers du gradient du potentiel dans un repère cartésien. Alors voilà, si tu n'es pas familier avec cette notion mathématique, eh bien je t'invite à aller voir sur Clipedia bien sûr les vidéos qui y sont consacrées. Si tu n'es pas familier avec la notion de gradient, cette séquence risque d'être un peu inutile pour toi. Alors voilà, en ce qui concerne le lien entre champ et potentiel, ça on y est habitué bien sûr. On sait bien que s'il existe un champ électrique quelque part dans l'espace, eh bien inévitablement ce champ est associé à un potentiel ou une différence de potentiel. Comment est-ce que je sais ça? Eh bien tout simplement à partir de la définition du potentiel. Le potentiel est défini au travers d'une intégrale de circulation du champ électrique. Si un champ électrique existe dans une direction de l'espace comme ceci, on sait bien que l'intégrale de circulation de ce champ électrique donnera quelque chose de non nul. La valeur de cette circulation, eh bien, ce n'est rien d'autre que la différence de potentiel entre les extrémités du parcours de cette circulation. Voilà, tout ça pour dire que si on connaît le champ électrique en tout point de l'espace, eh bien, on sera capable de calculer ici la différence de potentiel. On peut dire la même chose de la distribution de potentiel. Si je prends un point de l'espace, par exemple, ici X, eh bien, je vais être capable, si je connais le champ électrique, de calculer le potentiel en ce point, tout simplement en considérant cette intégrale depuis l'infini. Je vais prendre pour le point initial ici l'infini. Je suis supposé connaître toutes les valeurs du champ électrique le long de cette trajectoire. Je vais donc pouvoir calculer l'intégrale ici depuis l'infini jusqu'au point X. Et la valeur que j'obtiendrai est ce qu'on appelle donc le potentiel absolu. L'ensemble des valeurs que j'obtiens pour toutes les positions X de l'espace ici est ce qu'on appelle la distribution de potentiel. Donc de nouveau, on voit bien que la connaissance du champ électrique en tout point de l'espace nous permet de connaître le potentiel électrique en tout point de l'espace. Et dans cette séquence, eh bien, on va adresser le problème inverse. Est-ce que la connaissance du potentiel électrique nous permet de connaître le champ électrique en tout point de l'espace? Et tu es d'accord avec moi que cette expression ne permet pas de répondre avec évidence. On ne voit pas très bien comment la connaissance de V de X ici permet de connaître le champ électrique en un point précis de l'espace donné. Tout simplement parce que le champ électrique est à l'intérieur d'une intégrale ici, qu'on ne voit pas trop comment on va faire pour l'extraire. Bref, on verra que la réponse est oui. À partir de la connaissance du potentiel, on peut connaître le champ électrique grâce à la notion de gradient qui est ici. Voilà, c'est ce que je vais donc expliquer dans cette séquence. À partir du potentiel, on va pouvoir calculer le champ électrique. Alors avant de commencer, je voudrais ici tout simplement te rappeler l'interprétation de cette définition du potentiel. Comment est-ce qu'on va interpréter ça? Je vais prendre un point dans l'espace, un point auquel règne un certain champ électrique. Si je mets une charge d'essai Q0 en ce point, cette charge d'essai subit la force Q0 fois E. Pour la maintenir en place, je dois exercer la force moins Q0 fois E. Et si je veux déplacer la charge le long d'une trajectoire, eh bien, je vais devoir fournir une certaine force, bien sûr, sur une certaine distance dl. Ça va me coûter un certain travail. Alors bien sûr, ce ne sera pas le travail directement de la force moins Q0 fois E, mais seulement la composante tangentielle à la trajectoire. Bien sûr, on sait bien que la composante normale à la trajectoire compte pour rien dans l'effort à fournir. Ok, donc cette composante tangentielle à la trajectoire ici, je vais la voir au travers du produit scalaire, bien sûr, de la force moins Q0 fois E ici, avec dl. Dans ce produit scalaire que je viens de faire apparaître ici, forcément, j'ai ici le cosinus de l'angle que j'ai fait apparaître ici, qui va donc multiplier Q0 fois E pour n'obtenir ici que la composante qui est la seule composante qui va contribuer au travail. Donc, dans ce produit scalaire, j'ai bien ici, où ce produit scalaire a pour valeur, tout simplement, la valeur de la force de la composante tangentielle de la force avec le déplacement. Déplacement fois force, c'est bien un travail, c'est le travail dW que je vois ici sous forme de ce produit scalaire. Alors bien sûr, une fois effectué, ce travail n'est pas perdu, l'énergie est conservée, je peux dire qu'il a été transformé en énergie potentielle, que je vais donc écrire. Et si je divise cette variation d'énergie potentielle par Q0, eh bien je vais obtenir la variation de potentiel.
le dv ici, que d'un point de vue mathématique, représente tout simplement la différentielle du potentiel correspondant à ce petit déplacement dans l'espace. Cette différentielle, eh bien, vaut tout simplement moins E dl. dl étant associé, bien sûr, à dv. Ceci est très important de comprendre que le dv ici, on l'appelle dans l'absolu, comme ça, en termes mathématiques, on va dire que c'est la différentielle de v, mais bien sûr, c'est la différentielle correspondant au déplacement dl. Par différentiel, ici, on va tout simplement dire que c'est la différence de potentiel entre le point qui est à l'extrémité de ce vecteur et le point qui est à l'origine de ce vecteur. C'est bien ça le dv que je représente donc ici. Voilà. Et donc, bien sûr, le moins EDL qui apparaît ici, on voit que c'est dv, je peux le remplacer, moins EDL, c'est dv. Et donc la somme des moins EDL, c'est en réalité la somme des dv. Ce qui est une évidence, le potentiel total, calculé depuis l'infini jusqu'au point x, peut être vu comme la somme de tous les petits potentiels que j'ai en me déplaçant de petits vecteurs dl en vecteurs dl, comme ceci. Voilà, et donc je vois que la connaissance du champ électrique me permet de calculer le potentiel en tout point de l'espace. Si je connais le champ électrique en tout point de l'espace, je pourrais calculer l'intégrale de circulation qui est ici, pour obtenir le potentiel en tout point x, x que j'appelle ici x, y, z, c'est la même chose bien sûr, je peux tout de suite le noter, j'utiliserai par la suite les coordonnées de position x, y, z, je passerai donc indifféremment de cette notation-ci pour un point de l'espace à cette notation-là. Voilà. Donc, la question qu'on va aborder ici, c'est est-ce qu'on est capable de connaître le champ en tout point de l'espace à partir de la connaissance du potentiel en tout point de l'espace? Voilà, la réponse, je répète, n'est pas évidente parce qu'on part ici d'une intégrale, mais pourquoi considérer cette intégrale? Je m'intéresse ici à une valeur du champ en un point. Je ne dois forcément pas, pour ça, considérer les valeurs du champ en tout point, ici, en tout point de cette circulation. C'est bien ça que contient cette intégrale. Je n'ai plus besoin de ça. Si je considère le champ en un point donné, je peux me contenter d'un petit déplacement infinitésimal. Puisque le déplacement est infinitésimal et s'il est aussi petit que je le veux, je peux estimer que le champ électrique est parfaitement constant le long de ce déplacement. Et donc je vais considérer ici seulement un terme de la somme. Je vais supprimer la somme et je vais tout simplement dire que moins EDL, eh bien c'est dV. C'est ça que je vais considérer pour calculer le champ électrique à partir de la connaissance du potentiel V de x, y, z. Potentiel qui est représenté ici par ces surfaces équipotentielles prises en coupe, c'est pour ça qu'elles apparaissent comme des lignes, bien entendu. Donc voilà, je vais supposer que je connais le potentiel dans tout l'espace, et je vais considérer cette relation-là pour calculer le champ E. Alors tu vas me dire, la situation n'est pas très confortable ici, parce que je vois que le champ E, effectivement, est donné en fonction du potentiel, mais au travers de cette expression bizarre qui est la différentielle de V. Tout ce qu'on sait, c'est que la différentielle de V est liée à ce dl. La différentielle de V n'est pas n'importe quoi, c'est celle qui correspond à ce vecteur dl que je vois apparaître là. Il faut garder ça à l'esprit. Et donc ce que je vais faire ici, pour progresser un petit peu, c'est exprimer le dv ici en fonction de ce dl. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est représenter le vecteur dl dans le repère cartésien que je viens de mettre en évidence ici. Je suis ici au point x, c'est le point auquel je veux connaître le champ. C'est un point quelconque, bien sûr. En ce point-là, je mets un petit vecteur dl tout à fait quelconque. Et je cherche à exprimer la différentielle de v que j'ai entre les extrémités de ce vecteur. Et ça, c'est pas très compliqué. Il me suffit d'exprimer dl en ses composantes, puisque le vecteur dl est infinitésimal, ses composantes aussi sont infinitésimales. Je vais les appeler dx, dy, dz. Elles sont représentées ici. En me déplaçant du vecteur dl, x va passer de la valeur x à x plus dx, y va passer de y à y plus dy, et même chose en z. Voilà, donc, à partir de là, maintenant, je vais pouvoir exprimer dv en fonction du dl. Et comment est-ce que je fais? Je considère tout simplement que le vecteur dl, ici, je vais le parcourir en 3 étapes bien distinctes. Plutôt que de le parcourir d'un coup comme ceci, dl, pour calculer dv, je vais le parcourir en 3 étapes. Je vais d'abord faire le déplacement dx1x, que je te propose de faire maintenant. Je prends le vecteur dx1x, je viens de mettre là. À ce moment-là, je ne me déplace pas
dans les coordonnées Y et Z. Je suis avec un déplacement perpendiculaire au plan Y et Z. Il n'y a que X qui varie. Et à ce moment-là, je peux exprimer la variation du potentiel. Je vais passer du potentiel en X, Y, Z, le point de départ, mais comme X a bougé, seul X a bougé, ben, j'aurai le taux de variation du potentiel en X, c'est la dérivée partielle du potentiel en X, fois dx. Pour bien comprendre ça, je fais le petit schéma qui est ici. Tu vois que j'ai mis Y et Z en grisé parce qu'ils ne changent pas de valeur dans ce déplacement-ci. Donc je ne m'intéresse pas à ce qui se passe en Y et Z, ils ne bougent pas. Il n'y a que X qui varie. Alors si X varie, ben, en toute généralité, le potentiel va varier. Voilà. Je suis en X ici, on voit que le potentiel varie avec une certaine pente, qui n'est rien d'autre que la dérivée partielle du potentiel en X, bien entendu. Et si je parcours cette pente, ce taux de variation sur une certaine longueur dx, forcément, je vais monter de la pente fois dx. C'est bien ça, hein, le taux de variation fois dx, ce sera bien la variation totale que j'aurai. Ceci, c'est ce qu'on va appeler la différentielle du potentiel en x. Et voilà, j'ai donc bien la différentielle du potentiel en x. Je ne me suis déplacé que en x. Et voilà, une fois que c'est fait, donc j'ai déjà un morceau de la différentielle totale ici, c'est la différentielle en x. Maintenant, ce que je vais faire, c'est effectuer le deuxième déplacement. Je me déplace ici. Et cette fois-ci, je dois rajouter, bien sûr, le taux de variation en y fois dy. C'est évident, la pente en y fois dy. Et puis, je vais franchir la dernière étape, bien sûr, le taux de variation en z fois dz. Et tu as compris que la différentielle totale sera donnée par la somme des différentiels en x, en y et en z. Voilà qui est fait. Voilà, et cette expression-là, eh bien, elle constitue un progrès significatif, bien sûr, hein, je peux m'affranchir maintenant de tout ce qui est inutile ici. Ceci est un progrès, bien sûr, je vois que j'ai concrétisé déjà bien mieux ici ce dv, je vois que j'ai des dérivées partielles que je pourrais toujours calculer si je connais la fonction v, ce qui est supposé être le cas. Il y a juste les dx ici qui m'embêtent, le dy, dz, mais on sait bien qu'on les a de l'autre côté, donc ça nous dérange beaucoup moins que tout à l'heure. Surtout que, maintenant, je vais introduire la notion de gradient. Le gradient qui apparaît ici, le gradient du potentiel, qui est ce vecteur dont les composantes sont les dérivées partielles de la fonction potentielle. Par rapport à chacune, bien sûr, des coordonnées correspondant ici au vecteur, dérivée en x fois 1x, dérivée partielle en y fois 1y, dérivée partielle par rapport à z fois 1z. Ça, c'est ce qu'on va appeler le gradient de v. Peut-être que tu as l'habitude de cette notation-ci, gradient de v, voilà, à ne pas confondre bien sûr avec le nabla. Hein, le gradient ici, ce n'est pas la même chose que le nabla. Nabla ne désigne ici que l'opérateur différentiel. Hein, tu vois que c'est un vecteur très abstrait puisque les composantes de ce vecteur sont juste les opérations de dérivée qu'on a là. Bref, voilà, si tu n'es pas à l'aise avec ça, je le répète, va voir les séquences qui sont consacrées au gradient. Donc voilà, je peux reprendre tout ceci. Et je te demande ici de comparer le résultat qu'on a obtenu ici avec ces deux lignes-ci. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te frappe de façon évidente? Je te laisse quelques secondes, tu peux éventuellement arrêter l'image si tu veux, mais en fait c'est assez évident. On voit bien que le résultat qu'on a ici consiste tout simplement en le produit scalaire de gradient avec dl. Le gradient v avec dl va bien me donner la somme des produits des composantes homologues. Somme des produits, j'aurai ici le produit de dv sur dx avec dx, qu'on retrouve bien ici, plus dv sur dy fois dy, plus dv sur dz fois dz, c'est bien ce qu'on a là. Et donc ceci, je peux tout simplement l'écrire comme étant le produit scalaire de gradient v avec dl. Ce que je vais m'empresser d'écrire là, bien sûr, puisque c'est bien la différentielle totale qu'on a ici. Donc c'est bien à ça que je m'intéressais. Rappelle-toi, ce que je voulais, c'était le dv en fonction de dl. Eh bien, je l'ai de manière majestueuse ici. Le dl apparaît de façon tout à fait explicite. Et voilà, maintenant je peux me débarrasser de tout ça. Et juste représenter ce qu'on a ici. On a bien un saut de potentiel aux extrémités ici d'un petit vecteur dl. Et on voit que ce saut de potentiel, eh bien, on peut l'obtenir grâce au gradient. Si on connaît la fonction v de xy, ce qui est supposé être le cas, eh bien, tu pourras en tout point calculer le gradient de cette fonction. Le voilà.
Je dis bien que tu pourras le calculer parce que tu pourras calculer les dérivées partielles de chacune des, par rapport à chacune des coordonnées, bien sûr. Voilà. Donc on est devant, je répète, quelque chose de bien concret. Le petit dv ici, j'en ai plus vraiment besoin en fait. J'ai ici directement quelque chose qui va me permettre de lier le champ électrique au gradient du potentiel. Et c'est bien sûr ça que je vais retenir ici. Je connais le potentiel, je peux donc calculer le gradient, et voilà ce que j'ai comme résultat. Quand tu vois ce résultat, qu'est-ce que tu auras envie de faire? Tu vas peut-être tenter de simplifier les dl qu'il y a ici. Mais ça serait une grosse erreur. Si tu fais ça devant ton prof de maths, voilà la tête qu'il risque bien de faire. On ne peut pas faire ça, bien sûr, parce que cette simplification suppose que tu as divisé à gauche et à droite par le vecteur dl. Or, la division vectorielle est une opération qui n'existe pas parce qu'elle n'a tout simplement pas de sens. Et ça, on peut le comprendre simplement ici. Pour expliquer ça, en fait, je vais tout simplement représenter ce produit scalaire. On sait bien que le produit scalaire, ici, va impliquer en fait la projection orthogonale du gradient sur la direction de dl. Cette projection orthogonale, elle est là. C'est cette longueur-là, fois la longueur de dl, qui va donner la valeur de ce produit scalaire. Donc on peut dire que la projection ici détermine la valeur du produit scalaire. Alors effectivement, si tu prends le vecteur moins e comme étant égal à moins a égal au gradient, voilà, je vais dessiner ici moins e qui est superposé au gradient, ce sont les mêmes vecteurs, forcément ils ont la même projection. Donc on pourrait avoir tendance à dire que si moins e dl est égal à gradient v dl, ça veut dire que moins e est égal à gradient v. Et donc on a l'impression qu'on peut simplifier. Mais c'est pas vrai, parce que tu dois bien te rendre compte que je peux prendre un autre vecteur moins e qui a la même projection. Tu vois bien qu'il suffit que je m'arrête ici sur la droite qui est là. Sur cette droite-là, si le vecteur s'arrête là, il aura aussi la même projection. La valeur ici du produit scalaire sera exactement la même que celle que le gradient avait comme produit scalaire ici. Je peux même encore prendre un troisième vecteur pour te convaincre. Donc voilà, le fait que deux vecteurs ont le même produit scalaire avec un troisième vecteur ne veut absolument pas dire que ces deux vecteurs sont égaux, comme la simplification ici semblait nous le dire. Ceci, c'est faux. Mais tu vas voir qu'en réalité, c'est la même situation. On peut le faire. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que le vecteur dl est tout à fait quelconque. Ce vecteur dl, je peux le choisir dans n'importe quelle direction. Je vais le choisir ici horizontal, par exemple. Et bien sûr, il n'y a rien qui change. Ceci est toujours valable. Le vecteur dl, j'ai simplement choisi dans une autre direction. Alors cette fois-ci, je vois que le gradient en produit scalaire avec dl, il sera différent, bien sûr. Ce sera la projection orthogonale sur la direction de dl. C'est ici maintenant. C'est ce segment-là multiplié par dl qui me donnera la valeur de ce produit scalaire. Et là, tu vois maintenant que les champs que j'avais choisis ici ne satisfont plus ça. Ces champs-là, ils satisfaisaient le produit scalaire avec l'autre vecteur dl que j'avais tout à l'heure. Maintenant, les champs ici, ils doivent appartenir à cette droite-là. Tout à l'heure, ils devaient appartenir à cette droite-là. Et bien sûr, tu as compris que la seule valeur du vecteur candidat que je propose ici, qui satisfait le produit scalaire pour n'importe quel dl, c'est forcément le vecteur moins e qui est égal au vecteur gradient. Donc, voilà, je peux effectivement dire que le vecteur moins e, c'est égal au gradient, grâce au fait que le dl ici est n'importe quel vecteur. Si la discussion que je viens de te donner n'est pas très claire, je peux maintenant faire ça de manière beaucoup plus rigoureuse. J'ai dit que que ce résultat-ci est indépendant complètement du choix de dl. Pourquoi ne pas prendre alors un vecteur dl qui est uniquement en x? Donc dl, ce sera tout simplement dx1x. Je décide que dy et dz valent 0. Je me déplace en x uniquement. Je vais faire le produit scalaire de e avec dx1x, de moins e plus exactement. Voilà le vecteur moins e, voilà ses composantes, moins ex, moins y, moins ez. Si je fais le produit scalaire avec dx1x, il n'y a forcément que la composante en x qui va apparaître. Ce sera moins ex dx. Moins ex dx. Et là, ce sera dv sur dx, dx. Si je fais le produit scalaire, on est bien d'accord que 1x avec un y, ça donne 0, 1x avec un z, ça donne 0. Et donc voilà, je peux simplifier les dx, bien sûr. Et j'ai une petite expression ici toute simple qui me montre que la composante du vecteur, la composante en x du vecteur moins e est égale à la composante en x du gradient de v.
Et je peux faire la même chose maintenant en Y. Si je dis que DL est un vecteur qui pointe en Y, ben, je fais exactement le même raisonnement. Je pourrais tout simplement dire que moins EY, c'est DV sur DY. Et bien sûr, en Z, même chose. Et voilà, je constate que les composantes en X, Y et Z du vecteur moins E, qui est ici en haut, est égale, chacune de ces composantes est égale aux composantes en X, Y, Z du gradient. Et ça veut forcément dire que le vecteur moins E est égal au vecteur gradient. Tout se passe comme si je pouvais effectivement simplifier. Même si tu dois le retenir, on ne peut jamais simplifier par un vecteur. On ne peut pas diviser par un vecteur. Donc, cette simplification, en fait, n'a pas de sens. On peut le faire parce que DL est un vecteur quelconque, ce qui est quand même une condition particulière. Voilà. Tout ça pour dire que le champ E, ben, c'est forcément moins gradient V. Je mets le moins dans l'autre membre, tout simplement. Et voilà. On a résolu notre problème. On voit que la connaissance du potentiel nous permet de calculer le champ E en tout point. Tout simplement au travers du calcul du gradient du potentiel. Le potentiel est connu, il est symbolisé ici par ces surfaces équipotentielles, représentées en coupe bien sûr, comme des lignes. Mais voilà, si je connais le potentiel, je peux calculer le gradient, voilà le vecteur gradient. Et si je connais le gradient, ben je connais le champ. C'est tout simplement moins le gradient du potentiel, c'est ultra simple. Et ça a des conséquences, bien sûr, qu'on verra dans la séquence qui va suivre. Par exemple, si tu es familier avec la notion de gradient, eh bien, tu sais que le gradient est perpendiculaire aux courbes équipotentielles. Voilà, donc je sais que j'ai une perpendiculaire. Donc, si le gradient est perpendiculaire aux courbes équipotentielles, aux surfaces équipotentielles, eh bien, forcément, le champ le sera aussi, puisque le champ, c'est le vecteur opposé. La perpendicularité sera vérifiée aussi pour le champ. Voilà, je te propose de découvrir ça dans la séquence suivante, dans laquelle on va un petit peu analyser cette situation. On va l'illustrer aussi pour que ce soit un petit peu plus parlant pour toi, parce que peut-être que malgré tout, pour le moment, ça reste assez abstrait. Je te dis donc à bientôt et te remercie pour ton attention.